Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 août 2022. Oui, pardonnez ce petit moment d'inattention. J'observais Ginette qui déambulait dans les allées avec son petit air à la fois mutin, curieux et étonné de me voir parler seul, et peut-être s'imagine-t-elle que je lui adresse la parole. N'est-ce pas, Ginette? Ginette. Bon. Alors, je voudrais revenir ce soir sur Silver Lottringer, trop rapidement esquissé, selon moi. Oui, selon moi, et va sans dire. Alors oui, personnage fascinant, et les idées, en fait, ce que je voulais vous dire en préambule de cette vidéo, c'est que des idées très minoritaires, mais des idées concentrées, des idées développées par un ensemble de philosophes, d'artistes, qui sont capables de pressentir ce que pourrait être le monde de demain. Je ne parle pas ici ni de visionnaires, ni d'utopistes, mais bien davantage de gens qui sont capables d'interpréter le présent. Et du présent, présent imprévisible, mais peut être perçu par un certain nombre de personnes qui sont dotées d'une sensibilité particulière ou encore qui ont des antennes. Alors oui, les années 70 ont apporté un certain nombre d'idées utopiques qui ont fini par se réaliser, qui ont fini par s'incarner dans la société civile. J'en ai nommé quelques-unes, qui à mon sens sont dans les plus importantes. Dans les sociétés occidentales, la peine de mort a été abolie. Aux États-Unis, elle ne cesse de régresser. Et je pense même que sous le maléfique règne de Trump, elles ont encore diminué. Ce qui est observable, c'est que les États frontaliers au Canada ne la pratiquent plus depuis déjà un bon moment. Et le nombre d'États qui légifèrent sur la question va en grandissant. Pour ce qui est de l'Europe, la question est réglée. Pour ce qui est du Canada, elle est également réglée. Donc, pour moi, l'abolition de la peine de mort, c'est capital. L'État cesse d'octroyer la mort. Le mouvement féministe, ce qui est probablement la seule véritable révolution anthropologique qui a donné des fruits. La possibilité qu'ont les femmes d'exercer un emploi, l'égalité civique, le droit de disposer de son corps, la capacité d'avoir un enfant ou pas. Ce sont des avancées très importantes. Le mariage homosexuel, l'égalité des droits civiques des partenaires d'un même sexe, la reconnaissance des droits civiques des Noirs, avec cette élection du métis Obama, qui est quelque chose qui était inimaginable dans les années 60, mais qu'on a vu en 2008. L'apparition d'Internet, qui a été inventée par les militaires, mais déjà les ordinateurs, et on le sait, ça a été inventé par des espèces de hippies qui voulaient connecter la planète. Eh bien, les ordinateurs, la cyberculture, qui a commencé à s'emparer des esprits. Milieu des années 70, toujours. La conscience écologique, avec le rapport Meadows, aujourd'hui, on voit bien à quel point la situation écologique, elle est dramatique. Mais on est peut-être sur le point, comme dit Paul Jorion, on approche peut-être du Pearl Harbor écologique, c'est-à-dire au moment où on va prendre conscience collectivement qu'il y a péril en la demeure et que nous devons agir très rapidement. Mais cette conscience écologique, elle est apparue au milieu des années 70.
l'influence de la philosophie orientale. Alors vous me direz, bon, avec une forme un peu galvaudée, avec le yoga, des séances de yoga qu'on offre partout, mais l'influence de la pensée orientale s'est même fait sentir chez des penseurs comme Deleuze, où on peut établir une sorte de parallèle entre Deleuze et le I Ching, par exemple. Toutes les permutations possibles. Ou encore dans l'anti-Édipe, où on admet qu'il n'y a pas qu'un centre. Il y a une multiplicité de centres. Et que tout ça et que tous ces centres sont en interaction les uns les autres. Qu'il n'y a pas une structure de pouvoir. Il y a une multitude de structures de pouvoir qui sont parfois en contradiction, fort heureusement, qui sont en ébullition, toujours fort heureusement. Et il s'agit juste de prendre, par exemple, la politique municipale, où les intérêts des divers lobbyistes peuvent s'affronter, où la question de la gestion des déchets, les réfections des routes, la gestion des arbres, les espaces verts, l'aménagement des espaces verts, des pistes cyclables. Eh bien, dès qu'on prend une décision, dès qu'une instance, dès qu'une idylle municipale, suite à des conseils, suite à des résolutions, prennent des décisions, il y a des affrontements, il y a des nuées de citoyens qui viennent aux assemblées générales et qui contestent ou approuvent les décisions. Eh bien, imaginez, je vous donne cet exemple-là d'une ville et même d'un village où la dispute est la règle. Alors, élargissez tout ça à l'échelle de la planète et vous allez voir, ça va devenir extrêmement compliqué. C'est ce qu'avait compris Deleuze et Guattari. Solers, pour rester toujours dans les années 70, son ouvrage H, au titre ô combien emblématique, mais qui pouvait aussi vouloir dire la bombe H, et la bombe H qui ouvre les consciences. L'expérience océanique de la musique rock, les grands rassemblements convulsifs, les grands rassemblements où la foule ne forme qu'une seule personne en transe, les drogues psychédéliques, la légalisation de la marijuana au Canada et dans certains États, et sans doute, probablement tous les pays européens vont emboîter le pas. Voilà, ce sont là quelques-unes des choses qui se sont réalisées suite à des réflexions, suite à des textes, suite à des prestations de poètes. William Burroughs, la Beat Generation, Jim Morrison, la puissance de ce qu'on a appelé la contre-culture a créé, a mis la table à un nombre incalculable de réformes qui, aujourd'hui, même les plus conservateurs d'entre nous réalisent ou font mine de ne pas réaliser que ces gains-là ont été, entre autres, obtenus parce que des militants de gauche se sont impliqués. Qu'aujourd'hui, la gauche soit devenue elle-même multiple, disparate, antagoniste, on ne va pas discuter de ça ce soir. C'est juste simplement de rappeler un certain nombre de vérités. Et que la société, avant 68, n'était pas très, très agréable à vivre. Et le fantasme du retour en arrière m'apparaît infondé. Alors, il y a cet homme, Sylvain Lothinger,
qui a été au cœur de cette aventure, qui a été au cœur de cette grande révolution. N'ayons pas peur de le dire. Alors, je voudrais revenir un peu sur lui, simplement. Portrait trop rapide hier qui a été esquissé. Alors, je vous disais, oui, il a eu une enfance cachée. Il est né en 1938 d'une famille de confession juive. Alors, il a passé toute son enfance cachée. Alors, c'est sûr, même s'il répugnait à la psychanalyse, il y a des raisons qui ont cette clandestinité, cette obscurité a très certainement contribué à faire de lui quelqu'un de très, très particulier. Plus tard, il a été condisciple avec Georges Perec, je vous l'ai dit, et il a fondé la revue La Ligne Générale. Ça doit être hyper recherché sur le marché de la bibliophilie. Aussi, avant, il y a eu une expérience avec ses parents qui étaient de gauche, d'extrême gauche même. Ils ont passé quelque temps dans un kibbutz en Israël. Par la suite, il a pu échapper à la mobilisation, la guerre d'Algérie faisant rage, en poursuivant, j'aurais envie de dire, presque de manière artificielle, ses études. Et si on en croit les petites recherches que j'ai faites, il les aurait poursuivies de manière un peu en dilettante. D'ailleurs, il s'est toujours défendu, par exemple, d'être un philosophe. Bon, il s'est avancé comme il a été professeur de sémiologie, mais il ne se jugeait donc pas philosophe, et pour être un philosophe, selon lui, il fallait créer un système. Mais il y a eu d'autres non-philosophes qui ont été très importants, et qui n'ont pas développé non plus de système, et qui étaient même des gens qui démolissaient les systèmes. On pense ici à Baudrillard. Alors, en 68, il passe quelque temps en Australie, il passe quelque temps. En 72, il devient professeur à Columbia, et il crée la revue Sémiotexte. Mais son grand fait d'armes, et c'est l'histoire, c'est ce que l'histoire retiendra de lui, c'est qu'il a organisé la fameuse conférence de la schizoculture à New York. Conférence, j'aurais même envie de dire happening, qui s'est tenue du 13 au 16 novembre 1975 et où on y retrouvait 2000 participants. Alors, vous imaginez une sorte de conférence qui dure 3 jours avec 2000 participants. Conférence à laquelle on retrouvait John Cage, William Burroughs, qui a beaucoup travaillé la poésie électronique aussi, et qui a évidemment travaillé beaucoup sur les états de conscience modifiés. Deleuze, Foucault, Guattari, Lyotard. Alors vous imaginez, alors ce qui est devenu plus tard la French Theory naissait lors de ce concile de Columbia. D'ailleurs, c'est le titre de ma vidéo, le concile de Columbia. Alors, ce qui m'a intéressé aussi chez ce personnage à la fois énigmatique, extrêmement attachant, non professionnel, il dit qu'il a obtenu un poste d'universitaire à une époque où c'était extrêmement facile, début des années 70, d'entrer dans les institutions universitaires. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Et beaucoup de conservateurs blâment la perte d'influence de l'université, la jugeant aussi inféodée au wokisme. Mais peut-être y a-t-il un parallèle entre, j'aurais envie de dire, l'ultra-professionnalisation de l'université. Simplement, au Québec, on a eu des profs importants. Je pense à Jacques Brault ou à Gilles Marcotte,
qui au début des années 70 ont pu devenir professeurs d'université sans être passés par l'université. Ou à peine, ou tout juste, comme Lottringer. Et aujourd'hui, on produit une multitude de postulants universitaires qui auront toutes les peines du monde à s'y trouver une niche. Et cette abondance d'universitaires, je n'arrivais pas à trouver le mot parce qu'un universitaire, ce n'est pas quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a une formation universitaire, mais c'est quelqu'un qui œuvre au sein de l'institution. Alors parfois on entend dire, oui, moi en tant qu'universitaire, non. Si tu n'as pas un poste, prof titulaire ou chargé de cours ou chercheur associé, tu ne peux pas te qualifier, tu ne peux pas te dire universitaire. Alors il y a une multitude de gens qui ont des diplômes universitaires et qui n'œuvrent pas au sein de l'institution. Est-ce que, entre guillemets, la décadence de l'université ne trouverait pas plus, en tout cas, une raison dans le fait qu'il y a beaucoup de postulants et les places sont rares et chères. Et que c'est ça aussi qui engendre, d'une certaine manière, une sorte de conformisme. Pour pouvoir y entrer, il faut livrer des gages, et la machine étant ce qu'elle est, il faut s'y conformer de manière tout à fait adéquate. Autrement, il n'y a pas d'entrée possible. Et que s'il y avait moins de postulants, peut-être l'institution en elle-même serait moins regardante, disons, comme elle l'était au début des années 70. Et Lottringer a parfaitement conscience d'avoir profité d'un moment historique. Alors aussi, ce qui a été important dans son développement intellectuel et dans son apport, c'est le plaisir qu'il prenait à fréquenter les discothèques, à fréquenter les bars. C'est un homme qui aimait beaucoup la fête. Et les fêtes dans les années 70, milieu des années 70, ceux qui les ont connues peuvent dire que c'était incroyable au fond. Les gens, bon, on regrettera peut-être pas ce moment-là, mais les gens buvaient au volant, fumaient au volant, fumaient dans les aéroports, fumaient dans les avions. La surveillance était quasiment inexistante. Les fêtards, les noceurs avaient plutôt une réputation avantageuse. Les bons vivants, la compagnie des bons vivants était recherchée. Aujourd'hui, même ces termes de bons vivants, me semble que ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un dire de quelqu'un « il est un bon vivant ». C'est-à-dire, il mange trop, il boit trop, il fait toutes sortes d'abus avec son corps, et l'espèce de période hygiéniste dans laquelle nous sommes engoncés n'est pas favorable aux excès de tout ordre. Ou si les excès sont faits, c'est dans la solitude et la réclusion et la difficulté d'entrer en relation, d'entrer en contact avec les autres. Les années 70 à Montréal, il y avait beaucoup de cafés où on pouvait rencontrer toutes sortes de personnages incongrus, aux préoccupations étonnantes. Et aujourd'hui, les cafés qui sont dirigés par de grandes corporations, c'est la solitude à plusieurs. Les gens sont derrière leurs ordinateurs et ils sont incommunicants. En fait, on se réunit dans des lieux publics pour ne pas être en relation avec les autres. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Quand on sortait de chez soi, c'était justement pour sortir hors de chez soi, non pas pour se retrouver avec soi-même. Alors oui, donc, cette période-là, Lottringer en a beaucoup profité. Et
Et ça lui a donné une sorte de liberté, liberté de penser, liberté de création, liberté de publier. Il a fait beaucoup, beaucoup de films, beaucoup, beaucoup de vidéos. Il a enregistré toutes sortes de monde. Il s'est enregistré lui-même. Il a enregistré toutes sortes de gens et une toute petite partie de son legs filmique et vidéo n'a pas été exploité. Alors sans doute des chercheurs vont-ils, maintenant depuis qu'il est décédé, ça va faire bientôt 1 an, auront-ils le loisir d'aller décrypter cet immense travail. On pense aussi à cet autre cinéaste important dont je vous promets toujours de vous parler. En fait, dont je vous promettais de vous parler l'année dernière. Je ne nommerai pas. Alors, oui, c'est une démarche, vous disais-je, non pas de philosophe apprenti, mais de philosophe qui accepte ses lacunes, qui accepte, non pas une certaine incompétence, mais qui accepte, au fond, de tout devoir aux autres. Il est poreux, il subit toutes sortes d'influences, ne peut pas se laisser enfermer dans un système. Quand même le voudrait-il, en tout cas sans doute le refuserait-il. Il avait aussi, et ça m'enchante plutôt, passion que je partage avec lui, il avait une passion pour la musique punk. Alors, aujourd'hui, j'ai eu un jeune client qui avait un t-shirt des Sex Pistols, le Nevermind the Bollock, et quand je lui ai dit que j'avais acheté le disque lors de sa parution, qui était une rupture totale, nous étions une bande d'ados qui écoutions Led Zeppelin, Genesis, Yes, de la musique très léchée au fond, même les Stones, quelque chose. Mais les Stones, ils ont pu faire des albums un peu dirty aussi, et aux racines noueuses. Mais nous écoutions des produits musicaux fort léchés. Et les Sex Pistols, il n'y avait aucune léchouille dans cette affaire-là. C'était cru, c'était brut. Et c'était même assez difficile à prendre. Notre oreille n'était assez mal formée pour ce genre de truc assez brutal. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, parce qu'il m'arrive encore de les écouter, c'est à quel point, c'est quoi, 77, Nevermind the Bollock, à quel point, aujourd'hui, ça s'écoute. Alors, on connaît également l'histoire qui a été à l'origine de la création de ce groupe mythique, il faut quand même le dire. C'est Malcolm McLaren qui avait une friperie je pense que c'était sur King's Road, à Londres. Et il a vu des types passer dans la rue. Les types ne savaient pas jouer de la musique. Et il leur a dit, on va enregistrer un disque. Et en un été, le mouvement punk était né. Malcolm McLaren, après ça, a fait d'autres choses. Il est devenu plus sophistiqué. Et si vous voulez lire une extraordinaire histoire de la culture et de la philosophie à travers la musique rock, il faut lire Lipstick Traces de Grail Marcus. J'ai déjà en parlé dans l'une ou l'autre des vidéos. Il raconte l'histoire des Sex Pistols et il va même remonter qu'au fond, les Sex Pistols avaient un lien d'une certaine manière avec les Illuminés du Moyen-Âge. Et il nous raconte également comment Michael Jackson a pris le pouvoir avec sa tournée musicale Victory. Mais tout ça entrecoupé de considérations philosophiques. Alors on peut, au beau milieu d'une explication de chansons des Sex Pistols, et tout à coup, on a Nietzsche qui apparaît. Alors la filiation entre Nietzsche et les Sex Pistols, bon, peut-être de les considérer que c'est tiré par les cheveux, mais si vous gardez présent à l'esprit qu'au fond,
les machines désirantes n'hésiteront jamais à mettre en lien, à mettre en relation des choses qui ne vont pas ensemble. En tout cas, pour un esprit formaté. Alors, ce qu'il nous dit aussi, bon, il nous dit que la transgression est difficile, elle est sinon quasiment impossible. Que les derniers transgresseurs, ben, ça a été Antonin Artaud, Georges Bataille. Peut-être aujourd'hui, j'aurais envie de dire Salman Rushdie. Que la transgression a toujours une part liée avec la mort, a une part liée avec la perte, avec d'une certaine manière la tragédie. Il ne peut pas avoir de transgression. Ce n'est pas qu'une affaire d'interdit, c'est une affaire de risque, de prendre beaucoup de risques. Et dans les derniers moments de sa vie, il a été plutôt accablé par, évidemment, Donald Trump. Et il jugeait que Donald Trump, eh ben, c'était le fascisme qui était de retour. Et certains analystes qui suivent, en tout cas, s'il y en a encore qui la suivent, la guerre en Ukraine, la guerre que les Russes livrent au peuple ukrainien, c'est que Poutine, au fond, aurait voulu un retour des valeurs de civilisation. Hein. Il se disait lui-même le plus grand ennemi des woke. Et si c'était simplement l'inverse, qu'il s'était reconnu en le néo-fasciste Donald Trump et qu'il s'est dit simplement « Les fachos sont de retour, il est temps de prendre ma place ». Et qu'au fond, ça l'aurait désinhibé, ça l'aurait décoincé, ça lui aurait donné toute licence pour devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un fasciste, tout simplement. Et que ce n'est pas une réaction, c'est plutôt une harmonisation entre deux formes de fascisme. Un émergent et qui même prend beaucoup de place aux États-Unis, et un autre qui est dans sa plénitude meurtrière. Je vais vous montrer quelques petites choses avant de conclure cette vidéo, un peu décousue quand même. Je vais vous montrer trois revues et une quatrième revue qui est très très importante et qui est sans doute très très rare. Alors la revue Mainmise, l'organe officiel de la contre-culture au Québec de 1970 jusqu'à 1977 à peu près, qui a connu 3 moutures. Vous voyez ici, c'est le format magazine, il y a le format livre de poche et la 3e mouture qui est très dure à trouver, qui est le format journal. Et donc, ils ont été les idées de Mainmise. Ce que Mainmise proposait en 1973, on peut dire que 50 ans plus tard, beaucoup de choses qu'ils ont proposées, eh bien, font partie de notre quotidien. L'actuel, le pendant français, la contre-culture, et qu'est-ce qu'on y voit, ce numéro-là, l'herbe. Et c'est de la même farine, sauf que peut-être, fidèle à leur habitude, peut-être que c'est un peu plus intellectuel, mais les mêmes thèmes y revenaient. Alors, c'est assez intéressant. Allez, je vous le remonte. L'écho des savanes. Ouais, on me dira, ouais, l'écho des savanes, ça a été une révolution dans la bande dessinée. Quand les 3 dessinateurs ont quitté suite à une importante chicane avec le fondateur de Pilote, René Goscinny, quand Gottlieb, Bretéché et Mandrika ont claqué la porte, et ça a donné l'écho des savanes, le numéro 1 que je vous montre. Alors, c'est 3 artefacts du milieu des années 70 et qui sont emblématiques de cet état d'esprit des années 70. Mais avant ça, il y a quand même eu les années 60. Et je vous montre quelque chose qui est très rare. Et je vais vous le montrer, je vais m'approcher.
pour que vous puissiez l'admirer. Peut-être certains d'entre vous auront reconnu Tulan Drama Review, TDR, dans lequel on retrouvait, et ça date de, c'est le volume 10, numéro 2, hiver 1965, tenez, je vous montre, et on y retrouve qui, entre autres? John Cage. John Cage, grand lecteur de Nietzsche. John Cage qui a été influencé par Marcel Duchamp, évidemment, et entre autres, Georges Mucianas, je ne sais pas si je le prononce correctement, le fondateur de Fluxus. Alors c'est une très très belle pièce qui est sans doute difficile à trouver aujourd'hui. Alors, tenez, avec un encart politique. Allez, je vous montre tout ça. Ici, c'est pour la défense des droits civiques des Noirs et avec une performance jazzistique. Alors voilà, que je vous déplie, je vous montre tout ça. Et en fait, c'est Fluxus. Alors voilà. Comme quoi, hein? Bon. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que l'image... faut pas que je bouge trop, ou je sais pas trop. On dirait que l'image s'est embrouillée soudainement. Non, et voilà. Je suis redevenu... J'ai retrouvé mes contours. À demain.